Mesdames et messieurs les élus, messieurs les parlementaires, messieurs les présidents, d'abord, merci de m'avoir invité. Je vais voir comment on peut participer à la réalisation du rêve que vient d'évoquer le président Loury. Donc un univers d'énergie renouvelable, avec un air pur, avec des technologies modernes, avec des objets communicants, tout ça s'inscrivant dans un contexte de territoire, d'une nation et aussi de l'Europe. Alors, comme je ne doute pas quand même que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas extraordinairement connue par tous les participants à cette matinée, on va commencer peut-être par présenter ce qu'est la Commission de régulation de l'énergie. C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2000, au moment d'ailleurs de la transcription des premières directives européennes. Elle est l'émanation des directives européennes qui ont jeté les fondements de la construction du marché européen de l'énergie. Ces missions ont été définies par les directives de 96, 98, 2003, 2009 et son rôle qui est plus ou moins connu, ça dépend des moments. On en a beaucoup parlé au moment des évolutions tarifaires en général, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, très souvent quand il y a des contentieux d'ailleurs. Mais son rôle est avant tout de participer à la construction d'un marché européen, d'ouvrir le marché français de l'énergie, de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas, vous en doutez, une mince affaire dans un pays qui est quand même dominé par des grands opérateurs, notamment EDF, et qui est aujourd'hui constitué d'un collège. Alors je pense qu'on va le voir dans la slide suivante, on aura là, un collège que vous voyez là-haut, qui est paritaire, vous remarquerez, constitué de 6 commissaires, 3 hommes, 3 femmes, et dont certains viennent du secteur de l'énergie, d'autres pas du tout, qui a également un organisme qui est peu connu et qui va être pour vous complètement abstrait, qui s'appelle le Cordis, qui est constitué de 2 membres du Conseil d'État et 2 membres de la Cour de cassation, et qui est l'organisme qui règle les conflits entre les réseaux et les utilisateurs de réseaux, et qui parfois peut prendre des sanctions. Et puis, vous avez l'ensemble du personnel, c'est-à-dire au 1er janvier, nous serons 149 agents, qui sont dans l'ensemble, une grande partie des ingénieurs, une partie des économistes et une partie des juristes. Voilà à peu près ce qu'est la Commission de régulation de l'énergie. Alors, on dit une autorité administrative indépendante. Indépendante, pourquoi ? Indépendante, ça ne veut pas dire qu'elle ne rend pas de compte, mais ça veut dire qu'elle n'a pas à prendre des directives, ni du gouvernement, ni des opérateurs, et qu'elle est simplement là pour respecter la loi qui est votée par les parlementaires, et qui sont souvent d'ailleurs des transcriptions des directives européennes. Un mot quand même, voilà, je pense que vous avez une vision à peu près de la creuse, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Maintenant, un mot sur la coopération européenne. Là aussi, je vais être assez rapide, parce que c'est pas exactement l'objet du débat, mais que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Vous avez, vous le voyez, le C2ER, qui est l'association de l'ensemble des régulateurs européens, puisque nous sommes 28 régulateurs européens, il y en a un dans chaque pays. Et il y a également, depuis mars 2011, l'association de coopération des régulateurs européens, qui est une agence européenne qui dépend de la Commission européenne, qui est basée aujourd'hui à Ljubljana. Pourquoi Ljubljana ? Bien, pas tout simplement parce que tout ce qui est nouvelles agences, les nouvelles agences sont placées en général dans les pays qui ont rejoint la Communauté européenne ces dernières années, de manière à ce que tout ne soit pas à Bruxelles. Cet ensemble qui n'a pas l'air très... Enfin, ça ne vous donne pas une grande idée de le voir sur le papier comme ça, mais ça représente un énorme travail, pas quotidien, mais en tout cas mensuel, puisqu'il y a une réunion mensuelle à la fois de l'ensemble des régulateurs au sein du C2ER
et au sein du conseil d'administration de l'Acer. Et l'Acer, c'est quelque chose que vous connaissez probablement peu ou pas, mais qui va prendre, et vous le verrez dans les années qui viennent, de plus en plus d'importance, y compris dans la vie locale, puisqu'ils auront la possibilité de prendre des orientations, ils les prennent d'ailleurs déjà aujourd'hui, et parfois même des décisions qui toucheront la vie des réseaux et qui ont des responsabilités aujourd'hui très importantes en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des marchés de l'énergie sur lesquels je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal d'événements qui se passent aujourd'hui. Alors je vais aborder la constitution d'une Europe de l'énergie. Ça n'est pas du tout sans lien avec vos préoccupations, qui sont celles des territoires, de l'innovation dans les territoires, parce que justement, il s'agit d'arriver à concilier l'approche européenne qui a été voulue dans les années 95-96 et ce qui émane aujourd'hui, ce que vous disiez, Monsieur le Président, c'est-à-dire la nouveauté. On passe d'un monde à un autre où l'innovation va venir des territoires. C'est pas au niveau central qu'on va inventer les nouveaux mécanismes. Ce sont les territoires qui vont avoir l'initiative et qui vont apporter ces innovations dont on a besoin. Mais il faut arriver à concilier tout ça. Alors, en quoi consiste aujourd'hui l'Europe de l'énergie? Pas du tout évident à dire. Et pour essayer de vous l'expliquer, j'ai pris un sujet qui est horriblement complexe, mais pour lequel on a essayé de faire un film pédagogique qui rend les choses concrètes. L'idée, c'était de coupler les marchés, c'est-à-dire de coupler les marchés des différents pays européens. Et on a commencé essentiellement avec la France, le Benelux, les Pays-Bas et l'Allemagne, et on a continué, pour arriver à concilier et à converger les prix et les flux des réseaux. Alors, ce qu'on va vous faire voir, ça porte pas sur le gaz, mais sur l'électricité. Et là, je vais m'arrêter parce que vous allez voir un film qui est censé être pédagogique, mais je pense qu'il l'est, de 4 minutes. Alors, je laisse la parole au film. Couplage des marchés flow-based. 2 outils au service de l'optimisation des interconnexions en Europe. Le réseau de transport d'électricité français est relié au réseau de 6 autres pays. Grâce à ces interconnexions, des échanges d'électricité ont lieu en permanence, à l'import comme à l'export. Les interconnexions permettent une assistance mutuelle entre pays voisins grâce à la complémentarité de leur profil de consommation et de leur parc de production et renforcent ainsi leur sécurité d'approvisionnement. Elles permettent aussi aux acteurs du marché de gros de l'électricité de s'approvisionner dans le pays où le prix du marché de gros est le plus bas pour une heure donnée. Par exemple, en cas de pic de consommation en France, il est plus économique d'importer d'Allemagne de l'électricité d'origine éolienne que d'allumer en France des centrales thermiques coûteuses et polluantes, et réciproquement. Pour s'assurer que les interconnexions sont utilisées dans le bon sens, c'est-à-dire du pays où l'électricité est la moins chère vers celui où elle est la plus chère, un système fondé sur des algorithmes, le couplage des marchés, a été mis en place entre 17 pays européens. Il concerne 4 des 6 frontières françaises. Le couplage des marchés fait correspondre aux offres d'achat de tous ces pays les moyens de production les moins chers de l'ensemble de la zone. Cette mutualisation des moyens de production est toutefois limitée par les capacités d'import et d'export à chaque frontière. La manière dont sont calculées ces capacités est donc primordiale pour permettre le maximum d'échanges tout en assurant la sûreté du réseau. Prenons un exemple. Sur la frontière France-Espagne, RTE fixe les capacités maximales d'import et d'export entre la France et l'Espagne en se fondant sur des hypothèses d'utilisation des lignes du réseau électrique français. Et les acteurs de marché ne peuvent pas faire transiter plus d'électricité que la limite fixée. Le calcul est un peu plus complexe pour les échanges avec la Belgique et l'Allemagne.
Ces deux pays étant très proches géographiquement, ce sont les mêmes lignes du réseau électrique français qui sont utilisées pour faire un échange vers l'un ou l'autre de ces deux pays. RTE doit tenir compte de cette interdépendance pour fixer les limites maximales d'import et d'export avec les deux pays. À ce jour, RTE attribue ses capacités maximales en les répartissant a priori sur chacune des deux frontières sans tenir compte des besoins réels du marché, ce qui peut engendrer une utilisation du réseau non optimisée. En effet, prenons le cas où RTE attribue une capacité maximale d'export de 500 MW vers chacun des deux pays et où la Belgique souhaite importer 1000 MW et l'Allemagne 0. Les besoins de la Belgique ne seront satisfaits qu'à moitié, alors que la capacité de transport réservée pour l'export vers l'Allemagne, inutile à ce moment précis, est perdue. Pour éviter que de telles situations perdurent, une nouvelle méthode, le couplage de marché fondé sur les flux, ou en anglais flow-based, sera mise en place entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Avec cette méthode, le réseau sera automatiquement mis au service des échanges les plus utiles. Dans notre exemple, RTE fixera une capacité maximale globale pour l'export vers les deux pays. Et le flow-based permettra de définir la solution optimale d'export vers chacun des deux pays. Alors que la Belgique ne pouvait importer que 500 MW, elle pourra à l'avenir importer les 1000 MW dont elle a besoin. Et si, l'heure suivante, c'est l'Allemagne qui a besoin d'importer, le réseau sera alors mis au service des échanges vers ce pays. Le flow-based est donc à même d'accroître le potentiel d'échange sur les frontières où ils sont les plus nécessaires et donc de faciliter le passage des pointes de consommation tout en diminuant le coût global de production à l'échelle des pays concernés. La mise en place de tels dispositifs nécessite des règles de fonctionnement harmonisées partagées par tous les gestionnaires de réseaux en Europe. La Commission de régulation de l'énergie participe activement à la rédaction des codes de réseau européens qui définiront ces règles et contribueront à un meilleur fonctionnement de l'Europe de l'énergie. Bon, j'espère que ça a été pédagogique. Je ne suis pas certain que tout soit expliqué, mais ça vous donne une idée de ce que l'on fait au niveau européen pour constituer un marché européen. Et quand vous allez inaugurer tout à l'heure une nouvelle borne de recharge électrique, on va le faire de plus en plus en France, sans en avoir d'ailleurs une idée très précise de la façon dont ça va se dérouler. C'est un des sujets de préoccupation qu'on peut avoir. Quand ce sont des recharges lentes, ça ne pose aucun problème. Quand ce sont des recharges rapides, on peut avoir des tensions sur le réseau. Bien, l'opération de transfert des flux d'un pays à l'autre avec les productions disponibles, parce qu'il y a toujours un moment donné où il y a une production disponible dans un pays lorsque l'autre ne l'a pas, eh bien ça permettra justement de pallier les éventuelles lacunes de nos moyens au niveau national. Donc vous voyez que ça a des rapports extrêmement concrets, très précis, avec vos propres préoccupations, et que ça n'est pas simplement une vision, je dirais, technocratique, mais que ça a quelque chose de très utile. Donc, le couplage de marché, c'est un travail qui nous a demandé beaucoup d'années d'efforts et qui est aujourd'hui en train d'aboutir à quelque chose d'assez optimisé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce sujet qui est un sujet assez complexe et qui n'est pas le centre de vos débats d'aujourd'hui, mais ça me paraissait important de vous apporter un petit éclairage sur cette préoccupation et ce travail qui se fait au niveau européen et qui constitue un élément important de la construction du marché européen, mais qui a une répercussion directe sur vos territoires. Alors là, ça va me donner un peu vite, donc on peut revenir en arrière. Si vous pouvez revenir à la slide précédente. Voilà. Parce que puisqu'on parle des opérations européennes et qu'on parle, bien entendu, des flux, mais également des prix,
il me paraît important, surtout aujourd'hui, puisque vous n'ignorez pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau des préoccupations d'EDF avec l'arrêt d'un certain nombre de centrales nucléaires pour révision à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire. Je voudrais vous faire voir quelque chose qui est aussi la difficulté d'anticiper l'évolution des prix de l'électricité sur une durée moyenne. Il y a quelques mois, j'ai été devant le congrès national de la FNCCR et je relisais ce que je disais l'autre jour et je m'apercevais que j'avais dit quelque chose qui est complètement faux, mais parce que je me suis trompé, mais parce que tout le monde s'est trompé. Et on disait, on voit à plusieurs mois les prix de l'électricité aux environs de 30 €. Prix de gros. Ah ben, en fait, en quelques semaines, vous avez une évolution que personne n'avait anticipée réellement, sur la remontée des prix de gros au niveau européen, pour une raison qui n'a rien à voir avec le problème français, mais qui joue également pour le système français, qui est la remontée du prix du charbon. Pourquoi remontée du prix du charbon? Parce que demande des Chinois pour du charbon, dans la mesure où ils sont en train de démolir un certain nombre de centrales à charbon anciennes et d'en construire des nouvelles beaucoup plus performantes. Donc ils ont de nouveau besoin de charbon, et donc il y a une pression sur les prix du charbon qui se fait sentir sur l'ensemble du monde. Et donc ce prix du charbon, qui est un élément très important du mix énergétique européen, ça peut paraître curieux dans un moment où on parle beaucoup de transition énergétique, mais il se trouve que la raison objective, c'est qu'un certain nombre de pays comme l'Allemagne, la Pologne et quelques autres ont aujourd'hui encore énormément de centrales à charbon ou produisent du charbon. Et donc le prix du charbon est encore un élément qui détermine le prix de l'électricité au niveau européen. Alors ce prix de l'électricité au niveau européen, vous le voyez, remonter incontestablement. Et vous voyez également, si on compare les prix à terme de l'électricité en France et en Allemagne, que les prix allemands remontent, mais ça c'est le charbon, et que les prix français remontent beaucoup, mais pas à cause du charbon là, à cause de l'incertitude que nous avons aujourd'hui sur la disponibilité des centrales nucléaires pour passer l'hiver 2017. C'est une situation assez particulière que nous n'avons pas connue au cours de ces dernières années et qui est due au fait que les centrales nucléaires aujourd'hui sont sous regard de l'autorité de sûreté nucléaire pour éviter tout problème, et que notre autorité de sûreté nucléaire est très probablement une des plus sévères qui existent au monde. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs pour le comprendre. Aux États-Unis, lorsque l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire donne un accord pour faire fonctionner une centrale, elle le donne à une année donnée. Mettons qu'elle le donne en 1995 ou en 1998. Le jour où on revient devant elle pour demander si on peut prolonger la vie de la centrale, elle regarde si les critères qui avaient été évoqués en 1995 ou en 1998 sont toujours respectés. L'ASN ne fonctionne pas comme ça. Ce qui a été accordé, par exemple, en 1995, ce n'est pas les critères de 1995 qui sont regardés, c'est les critères d'aujourd'hui, en fonction des événements que nous connaissons, et notamment de Fukushima, qui sont imposés. D'où des coûts beaucoup plus élevés, évidemment, pour l'opérateur, et des contraintes beaucoup plus importantes. Ça explique un petit peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui EDF, et ça explique pourquoi vous avez une remontée assez brutale des prix de l'électricité sur le marché, puisque nous étions à peu près 30 € et que nous sommes aujourd'hui à 40, 41, 42, 43. Ce n'est pas monstrueux, hein, parce qu'il y a 6 ans, nous étions à 58. Alors est-ce que ça a une répercussion sur le prix que vous payez, enfin que nous payons? Est-ce que ça va avoir une répercussion sur les tarifs de l'électricité? Alors, oui et non. Non, pas tout de suite en tout cas.
parce que lorsqu'on calcule, et on peut peut-être venir à la slide suivante, lorsque l'on calcule les tarifs de l'électricité, les tarifs réglementés de l'électricité, on prend un certain nombre de briques que vous voyez là. Alors je vais revenir sur chacune d'entre elles, mais pour la partie marché, qui est celle que vous voyez juste la deuxième, on prend les prix de marché sur une durée de 20 mois. Donc on lisse. Donc la baisse des prix qu'on a connue il y a quelques mois n'est pas encore entrée complètement dans la mécanique. Et si on refaisait aujourd'hui le calcul que nous avions fait pour le mois d'août dernier, vous auriez quelque chose qui serait plutôt équivalent ou même légèrement en baisse par rapport à ce que c'était. Donc l'évolution tarifaire pour les factures d'électricité ne sont pas aujourd'hui impactées, ils ne connaîtront pas d'impact par le biais de cette évolution très forte du marché spot. En revanche, est-ce que ça aura une influence sur la prochaine évolution tarifaire? Je pense que ça vous intéresse, probablement du mois d'août prochain. Il faudra voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'on reste sur des niveaux élevés de prix de l'électricité sur le marché spot ou pas? Alors je vous explique un peu, parce que je ne suis pas certain que vous ayez tous en tête la façon dont se construit aujourd'hui le tarif réglementé de l'électricité. C'est un système nouveau qui n'était pas celui que nous employions pendant des années et qui a été conçu par la loi NOM qui a été votée en 2010 et mis en application par anticipation pour cette partie-là par le gouvernement actuel au cours de l'année 2014. La grande différence entre les deux systèmes, c'est que nous couvrions avant, la loi disait que les tarifs devaient couvrir les coûts, et les coûts d'EDF. Aujourd'hui, on est dans un système qui paraît beaucoup plus facile à comprendre, en tout cas comme ça, c'est-à-dire qu'on a des briques. Alors, vous avez la première brique, c'est l'AREN. En vérité, c'est la fourniture par EDF à ses concurrents. Ça, c'est une des prescriptions qui a été imposée par la Commission européenne pour éviter tout simplement la suppression pure et simple des tarifs réglementés, pour pouvoir ouvrir le marché. Donc l'AREN, c'est la fourniture de l'énergie nucléaire historique aux concurrents d'EDF à hauteur de 100 TWh au maximum. Et ça représente 70%. Le prix de l'AREN a été fixé il y a quelques années à 42 €. Il se trouve qu'on revient à peu près au niveau de ce 42 € aujourd'hui, alors que lorsqu'on était il y a 3 mois, on était très au-dessous et ça n'intéressait personne. Tout le monde allait sur le marché. Donc vous avez 70% fait par l'AREN. Vous avez 30% fait par le marché de gros, dont je viens de vous parler, donc qui fluctue. Si on prend la fluctuation maximale entre ce qui s'est passé au plus haut et au plus bas, nous avons, il y a quelques années, nous étions à 60, et au début des années 2000, lorsqu'on a effectivement ouvert le marché, on était aux environs de 22. Donc aujourd'hui, on est passé en quelques semaines de 30-31 à 42. Ça, c'est le marché de gros. Vous allez avoir, à partir du 1er janvier, ce qu'on appelle le marché de capacité. C'est également dans la loi, qui prévoit qu'il y ait un élément qui vient s'inscrire là, qui sera un élément de sécurité pour la sécurité d'approvisionnement. Bon, c'est assez complexe, je ne rentre pas dans le détail. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de discussions avec la Commission européenne pour savoir si on le mettrait en place ou pas. Apparemment, il y a un accord entre la Commission européenne et le gouvernement français pour le faire à partir du 1er janvier. Le montant de ce que ça représentera, aujourd'hui, c'est probablement neutre entre la légère baisse des tarifs et la légère hausse que serait le marché de capacité. Donc, disons que pour l'instant, c'est neutre. Ça restera peut-être pas toujours neutre. Ensuite, vous avez un élément
qui est un élément que vous connaissez certainement, qui est le TURP, c'est-à-dire le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, sur lequel la Commission de régulation, c'est un de ses rôles, travaille, et sur lequel d'ailleurs elle va conclure dans les tout prochains jours pour le TURP numéro 5, qui concerne à la fois la distribution et le transport. Vous voyez qu'à gauche de ces éléments, vous avez ce que représente à chaque fois, en euros par mégawattheure, sur votre facture, le coût. Vous voyez qu'en vérité, le TURP, dans cet exemple, qui est celui du mois d'août dernier, c'est-à-dire la dernière évolution tarifaire, vous voyez que là, la partie TURP, donc la partie qui n'est pas en concurrence, mais qui est régulée, est plus importante que la partie production. Et puis, vous allez avoir le troisième élément, qui sont les coûts commerciaux d'EDF, mais également des autres opérateurs. La marge, il faut bien qu'il y ait une marge. Et enfin, ça c'est un élément complètement exogène qui est le rattrapage, mais c'est pour expliquer le mouvement du mois d'août. Le rattrapage, c'est quelque chose qui est récurrent, puisque vous savez qu'il y a souvent des recours devant le Conseil d'État sur des décisions gouvernementales des évolutions tarifaires, dans la mesure où on n'a pas suivi la loi. La loi disait un certain nombre de choses. Quand on ne la suit pas, il y a un recours. Le Conseil d'État s'appuie sur nos délibérations et en général casse l'arrêté. Donc le rattrapage en l'espèce, c'est un rattrapage qui concerne l'année 2012. Et nous avions décidé, lors de cette délibération, de reprendre la moitié du rattrapage nécessaire pour l'année 2012, qui s'élève donc à 1,75 pour cette évolution tarifaire. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il en restera les 50 autres % à faire le coup d'après, en 2017. Ce qui n'a rien à voir, pour ceux qui le sauraient, sur les arrêtés que vient de signer Madame Royal, sur les rattrapages qui lui sont imposés par le Conseil d'État pour les années 2013, 2014 et anticipé 2015, qui représente à peu près 30 € par ménage, et grosso modo 1 milliard pour EDF. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer comment se constitue le tarif réglementé de l'électricité, où on voit, là c'est hors taxe. Sur la slide suivante, voilà, vous allez voir que la facture que vous payez vraiment, enfin que nous payons, parce que nous la payons tous, ça représente grosso modo un tiers énergie, un tiers acheminement et un tiers taxe. Un tiers taxe, ce qui n'est quand même pas rien. Parce que si vous faites des comparaisons, par exemple, sur 20 ans, entre 1995 et aujourd'hui, le prix de l'électricité tout seul, hors taxe, il est inférieur à l'inflation. Autrement dit, vous payez moins, nous payons moins aujourd'hui le prix de l'électricité que nous le payions en 1995. Par contre, entre-temps, il y a eu des taxes. Je vais revenir sur une taxe particulière qui va vous intéresser tout à fait, qui est la CSPE. La CSPE, c'est le moyen par lequel on finance à la fois la péréquation tarifaire entre la métropole et les zones non interconnectées, c'est-à-dire en fait tout l'outre-mer, mais également la Corse, etc., et les énergies renouvelables, dans lesquelles j'ai vu que vous vous étiez beaucoup engagé. Et donc, il est intéressant de savoir que ces énergies renouvelables, bien, chacun d'entre nous la paye à travers cette taxe. Petite idée pour l'année 2017, le total de la CSPE est de l'ordre de 9 milliards. 9 milliards. On n'est pas sur des petites sommes. Le montant a été bloqué pour l'année 2017 à 22,50 € du mégawattheure. Pour l'instant, c'est ce qui a été décidé. Et il a été décidé également que le surplus nécessaire, parce que ça ne suffit pas pour couvrir les coûts, et encore moins pour rembourser la dette d'EDF qui se monte à peu près à 5 milliards. Parce qu'entre-temps,
EDF avance l'argent, si je puis dire, pour payer aux producteurs les énergies renouvelables. Il était censé retrouver ces financements par le biais de la CSPE, sauf comme on a pris beaucoup de retard pour l'augmenter au fur et à mesure, on a pris du retard et donc on a une dette de plus avec EDF. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? C'est qu'on gèle à 22,5 pour l'année 2017 en tout cas, le montant de la CSPE. Il y a quelques années, on était, pour vous donner une idée, on était à 3. Donc vous voyez, c'est monté assez considérablement. On est très loin de la situation allemande. Ça n'a rien à voir. En Allemagne, c'est bien au-delà. Mais il y a un consensus général. Je ne suis pas certain que nous l'aurions en France là-dessus. Bon. Donc on a bloqué à 22,5 et la loi de finances qui va être discutée doit prévoir une répartition sur de nouvelles taxes qui seront à la fois sur le gaz, sur le fuel, enfin sur toutes les énergies, pour financer le complément. Alors ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça éternellement, ça c'est pour une année, l'année 2017. Comme vous le savez, il y a des élections. Quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau gouvernement et il peut y avoir d'autres décisions qui peuvent remodifier, rebattre les cartes de ce point de vue-là. Mais donc, il est intéressant que vous sachiez que une grosse part de la facture que nous payons de l'électricité, ça n'est pas la production, ça n'est pas simplement le transport, mais c'est aussi beaucoup les taxes. Il y a d'autres taxes que la CSPE, mais c'est le point sur lequel je voulais insister. Ça nous donne une idée de si je puis dire, l'interconnexion de toute action dans le domaine de l'énergie. Que ce soit au niveau européen, puisque c'est le niveau européen qui a voulu que nous développions en Europe, plus que partout ailleurs, les énergies renouvelables, c'est l'élément qui nécessite le développement de tout ce qui est innovant, et dont vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure. Parce que quand on dit énergie renouvelable, on est obligé de parler de compteurs communicants, de Linky. On est obligé de parler éventuellement de consommation, de stockage. Donc en vérité, de tous les éléments qui, pour certains, sont déjà avancés, bon, Linky, c'est une opération lancée, il y a des débats dessus, mais enfin, je pense que cette opération est lancée, elle est bien lancée, et elle est bien menée, c'est un très beau projet. Mais il y a encore d'autres éléments sur lesquels nous devons et nous pouvons évoluer, pour lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de recherches, mais qui sont encore légèrement embryonnaires. C'est le stockage de l'énergie, ça c'est un point très important, et c'est l'autoconsommation. Jusqu'à quel point ça peut aller? Est-ce qu'il peut y avoir, à ce moment-là, et c'est une des inquiétudes par exemple des gestionnaires de réseau, est-ce qu'il peut y avoir des secteurs entiers du territoire national qui disent finalement, moi je suis autonome, je n'ai plus besoin du réseau et je ne paye plus le réseau. Auquel cas, vous auriez un décalage et un déséquilibre total du système qui ne serait pas tenable. Mais ce sont ces figures je dirais, de style. Mais admettons qu'ici, dans cette commune, on se dit finalement on peut être autosuffisant. On a mis en place un certain nombre de systèmes d'énergie renouvelable, on fait du stockage, on peut, et on n'a plus besoin d'un système assurantiel qui est de se relier au réseau de distribution Enedis et au réseau de transport. À ce moment-là, vous diriez, mais pourquoi est-ce qu'on continuerait à payer le TURP? Ça coûte de l'argent, vous avez vu. Mais à ce moment-là, vous foutez en l'air complètement le système. Donc c'est aujourd'hui des vraies questions sur lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Aujourd'hui, je vais dans votre sens pour l'innovation, mais on n'a pas les réponses. On a des questions. On sait que ce sont des questions qui vont se poser parce qu'elles se posent non seulement en France, mais à peu près dans tous les pays du monde, enfin tous les pays à peu près équivalents, et qu'il est nécessaire d'aborder cette nouvelle phase de l'évolution du monde de l'énergie, qui est vraie globalement partout, avec un esprit ouvert, tout en sachant qu'il y a des réalités incontournables. Et je pense que là-dessus, le travail que vous faites, vous défrichez, il est extrêmement important, il est très intéressant. Et il est d'autant plus intéressant s'il y a cette synergie qui peut se produire entre les réflexions qui se font au niveau du territoire, au niveau des élus,
Et également, au niveau, je dirais, au niveau de la Commission de régulation de l'énergie, qui peut faire remonter les éléments également à la Commission européenne, et qui est toute cette espèce de travail qui ne soit pas simplement une vision centralisée de la Commission européenne descendante, mais qu'il y ait un vrai travail bottom-up, c'est-à-dire de remonter des innovations, des questions, et qu'il y ait un travail ensemble de construction d'un nouveau paysage énergétique, puisque une chose est certaine, nous ne vivrons pas dans les 10 ans qui viennent dans le même système que nous avons connu depuis des décennies. C'est la fin d'une période, c'est la fin, je vais le dire, mais c'est la fin d'un certain nombre de choses qui sont conçues comme étant des données de tout temps, qu'on pense depuis 70. C'est la fin du nucléaire pas cher, ça c'est terminé. C'est probablement le développement des énergies renouvelables beaucoup moins chères que celles que nous avons connues, parce qu'il y a eu des erreurs de détermination des prix de rachat. Pour vous donner un exemple, je ne vais pas me sentir là-dessus, mais sur le photovoltaïque, lorsqu'on a lancé le photovoltaïque dans les premières années, dans 2008, 2007, 2008, 2009, le prix de rachat qui avait été fixé et qui était donc payé par la CSPE, était près de 600 € le mégawatt. 600 € le mégawatt. Et comme on en a fait beaucoup à ce moment-là, on paye pour plus de 2 milliards chaque année ce stock. Aujourd'hui, le photovoltaïque est descendu à des prix de l'ordre de 100, 110, 120, 130. Mais donc on rentre véritablement dans un système nouveau qui nécessitera une adaptation de tout le monde, à la fois de ceux qui gèrent les systèmes, et de prendre en compte les volontés légitimes des territoires d'être partie prenante de ces évolutions. Ce qui n'est pas aussi évident que ça, parce que ce n'était pas le système français, mais je crois qu'aujourd'hui il est très intéressant de voir que dans les 10 ans qui viennent, vous allez transformer le monde de l'énergie par vos volontés et vos initiatives. Et c'est là-dessus que je terminerai en vous remerciant.